Bon, bah, bonjour à tous. Euh, on commence dans 1 minute. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir échanger sur ce beau sujet. Et déjà des conversations. Trois personnes Ah oui. qui sont connectées. Donc, pour tout ce qui est questions, il faudra les poser en chat. euh, et je m'occuperai de les faire passer aux intervenants. Voilà. Bon, donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la taverne, le premier de l'année 2022. Aujourd'hui, ça va être une table ronde et nous allons parler des jeux et des jeux pour le test. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore la taverne a été créée en 2017 par Bruno Lejar et moi-même, Marc Shane. Elle regroupe à ce jour plus de 400 articles, avec en général minimum un article par semaine ouvré. Elle regroupe de nombreux auteurs, donc Bruno Lejar, moi-même, mais beaucoup d'autres, soit sous la casquette d'auteur invité, soit en ayant directement leur propre compte, comme Benjamin Buttel. L'année dernière, c'est plus de 360 000 vues. Et depuis septembre dernier, une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver donc soit des interventions d'auteurs de la taverne à des événements comme la 4Q, soit les webinaires de la taverne en replay. Donc celui-là, vous pourrez évidemment le revoir sur la chaîne de la taverne. Particularité des webinaires de la taverne, c'est avant tout de la curiosité. On ne va pas parler d'un outil en particulier, on ne va pas parler d'un thème que vous avez souvent déjà vu, on va essayer de parler de sujets innovants ou, si ce n'est pas très innovant, comme la dernière fois le testeur agile, de manière différente. En fait, c'est un lieu d'échange. Voilà. On est vraiment là-dessus et j'espère que ça vous plaira et qu'on continuera dans cette veine parce que c'est vraiment l'esprit de la taverne. Aujourd'hui, oui. Conclusion. Donc aujourd'hui, c'est une table ronde sur les jeux. Et donc tout d'abord, nous devrons savoir qu'est-ce qu'un jeu. Ensuite, qu'est-ce que le jeu peut apporter au test et peut-on imaginer un jeu pour les tests, comment il serait adapté? Pour enfin aller sur un autre sujet, la gamification, qui pour moi n'est pas un jeu, mais qui pourrait être intéressant dans notre métier. Donc, 4 participants aujourd'hui à nos échanges. Zoé Tivet, qui a écrit l'article sur la gamification dans le dernier livre du CFTL et qui parle même d'un article du blog iTest de Human Centric au niveau design. Voilà. Donc, Zoé, je te laisse rajouter un ou deux mots si tu le souhaites. Non, c'est parfait, on peut passer à la suite. Christophe Moustier, donc, Salut à tous. voilà, qui est concepteur du jeu proposé par Agilité sur la maturité des pratiques de test, qui est aussi voilà, un facilitateur sur tout ce qui est test et qualité, et qui a notamment écrit deux livres sur le test agile et le test agile à l'échelle, que je vous recommande. D'autres points, Christophe? Alors, un jeu, enfin, le jeu, entre guillemets, le voici, c'est pas très ludique en fait, hein. C'est vraiment fait pour travailler. C'est plus du serious game qu'autre chose. Après, enfin, si vous trouvez une manière de vous amuser avec, je serai volontiers preneur pour pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Nous avons également Michael Garnier, donc Bonjour à directeur tous. des opérations chez Mister Suricat. Alors, Mister Suricat est une entreprise qui externalise des tests à l'aide d'un outil sans script qui utilise pas mal de concepts de jeu et au niveau de l'ergonomie notamment. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Oui, pour préciser, effectivement, on utilise Blockly, c'est-à-dire en gros ce qui est utilisé pour apprendre le code aux enfants avec Scratch, c'est-à-dire une manière vraiment ludique pour justement appréhender le code et l'automatisation. Et donc, ça nous permet, nous, de créer nos tests automatisés de manière simple et ludique aussi.
Et enfin, Julien Cahu, donc, qui est un expert automaticien et un joueur expérimenté, hein, que ce soit des jeux au niveau au sport, mais aussi les jeux vidéo, les jeux de plateau. On a quelqu'un qui s'y connaît bien et qui, justement, nous permet aujourd'hui d'avoir ces deux casquettes, la casquette expert, entre guillemets, test et la casquette expert, sans guillemets, jeu. Voilà. Donc, Julien, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, bah, c'est surtout, en plus, aujourd'hui, on travaille en ce moment à augmenter donc, la culture testing, à former donc, de nouveaux testeurs. Et donc, le jeu apporte un côté ludique à cette formation et facilite l'apprentissage. Donc, on travaille en ce moment pas mal dessus pour former des nouveaux consultants, que ce soit des automaticiens ou des testeurs. Des testeurs. La taverne est gratuite et je suis très heureux que ça soit le cas sans avoir non plus de publicité. C'est le cas grâce aux différents sponsors qui sont Smart Testing, société qui édite Jest, Certilog, une société spécialisée dans la formation sur tout ce qui est test, Altran, anciennement Altran qui s'appelle maintenant Sogeti, All for Test, une société de consulting spécialisée dans le test, et Testum qui nous a rejoint récemment et qui propose du crowd testing. Bon, je vous invite à commencer, mais avant de démarrer les débats, il faut se synchroniser sur la définition d'un jeu. Alors, un jeu, qu'est-ce que c'est? Déjà, comme on le disait tout à l'heure, il y a de l'apprentissage. Donc, il va y avoir des règles. On est cadré dans un jeu. On ne peut pas faire n'importe quoi lorsque nous jouons au foot, on ne peut pas faire n'importe quoi lorsque nous jouons aux échecs, on ne peut pas faire n'importe quoi sur des jeux vidéo. Voilà. Il y a également une courbe de progression. Plus on va jouer, plus on va s'améliorer. Et il y a un aspect qui doit être ludique, ou si ce n'est pas ludique, avoir un challenge, une envie de revenir dessus pour continuer à s'améliorer. C'est en ça que, pour moi, les serious games sont tout sauf des jeux, car une fois qu'on l'a fait, donc on avait des règles, on n'a pas forcément de courbe de progression, parce qu'une fois qu'on l'a fait, après, on est au maximum de la courbe de progression. Au niveau de l'apprentissage, on a appris ce qu'on devait apprendre, et il n'y a plus rien à apprendre. Et il n'y a pas forcément de challenge, et pas forcément ludique. Là-dessus, ce que j'aimerais rajouter, excuse-moi, je suis tombé sur une notion qui s'appelle le game-based learning. Cette notion de game-based learning en question va exactement dans ce que tu racontes, à savoir qu'il y a une session qui est prévue, et puis une fois terminée la session, l'engagement, du coup, aussi épuisé et terminé. Tout à fait. Donc là, l'idée, voilà, c'est on va commencer avec qu'est-ce que le jeu peut apporter au test et même essayer d'imaginer ce qui a été fait pour un jeu pour les tests. Sur ce, je crois que Julien voulait nous parler d'un travail qui est mené en ce moment sur un jeu qui est designé pour les tests. C'est ça que tu connais bien vu qu'on travaille en ce moment ensemble sur sa fabrication. Je vais continuer à partager l'écran, ça sera mieux. Donc vas-y, je te laisse prendre la parole, Julien, et on rebondira ensuite sur le reste. Ouais, donc justement aujourd'hui, donc avec Marc, on travaille sur un jeu qui est un jeu de cartes pour apprendre les bases du testing. Très simple. On va apprendre les bases. Donc, qu'est-ce qu'un test fonctionnel, un test unitaire, qu'est-ce qu'un test d'acceptance, un test d'accessibilité. Voilà, c'est vraiment les bases. On va aussi voir les premières bases de les contraintes qui peuvent arriver quand on est dans une recette, un environnement instable, un bug bloquant qui arrive lors d'une recette. On a en agilité des CFD qui sont mises à jour pendant qu'on est en phase de recette. Et comment on contourne tous ces problèmes-là rapidement, bug bloquant, des remontées, des nouvelles livraisons, des validations de SFD, des réinitialisations d'environnement, voilà. Et le but là, c'est de créer un jeu donc, qui soit très ludique, qui peut être joué presque par des enfants. Finalement, le but, c'est qu'il soit jouable et qu'il y ait un intérêt à le jouer. Nous, aujourd'hui, on est en phase de test et
Et justement, on joue au jeu pour le valider. Et on voit que le jeu est facilement pris en main par tous nos collaborateurs qui l'ont testé actuellement. Il y a quoi? C'est une partie, la première partie avec les règles, on est sur une demi-heure avec les règles, le temps d'apprendre. Une fois que c'est pris en compte à deux personnes, sur une game à deux, on joue en 15 minutes la partie sans problématique. Donc on voit que comprendre les règles prend une quinzaine de minutes et après on peut jouer et en redemander finalement une fois la partie finie. Et donc, le but, voilà, c'est d'apprendre les bases. Commence aussi à créer des versions par rapport à ça pour apprendre des différentes méthodes de travail. On a des versions en versus, en collaboratif, qui essaient de se rapprocher de l'agilité avec des parties qui se jouent presque en sprint, avec un nombre de cas tests à jouer sur le sprint 1 pour valider le premier sprint, une autre itération qui joue derrière. Donc, en fait, voilà, c'est ces notions-là qu'on essaie d'amener par le jeu, par ce jeu de cartes. Derrière. Donc du coup, en fait, là, on est sur un jeu qui est là pour faire comprendre certains aspects du, du métier du test. Donc on prend vraiment l'aspect courbe de progression en s'assurant de garder du ludique et avec des règles bien précises pour faire du jeu. Euh, est-ce que tu vois les choses comme ça, Zoé? Comment toi tu verrais un jeu? Est-ce que tu as déjà réfléchi à un jeu pour les tests? Qu'est-ce que ça pourrait apporter pour toi? Je rejoins Julien sur les potentialités en termes d'apprentissage, dans le sens où effectivement le fait de plonger les participants dans un jeu, ça permet de simuler pas mal de choses qui vont ressembler à la réalité, qui vont ressembler à une mise en situation finalement. J'ai pu mettre en place des jeux en ce sens pour sensibiliser aux tests unitaires, d'une part, et puis d'autre part, des choses un peu plus légères comme faire une rétro avec poser des questions aux personnes d'une manière gamifiée et un peu décalée, ce qui permet aussi des fois d'éviter le côté un petit peu guindé OK, bon, on se pose autour de la table et chacun vide son sac, qui n'est pas forcément très, très, très avenant d'emblée, quoi. Il y a une vraie différence entre le jeu et la gamification et c'est bien que ça fasse deux points différents de ce webinaire. D'accord. Et du coup, Christophe, pour toi, quel est le point fort des jeux? Parce que tu dis bien que ce qui a été fait avec Agilitest, on est sur un serious games et que c'est pas forcément un jeu avec lequel on va s'amuser. Euh, quelle différence fais-tu? Euh, Est-ce que tu verrais comment rendre le jeu plus ludique ou etc. Tout à fait. En fait, comme ça, enfin, cette question du jeu, c'est évidemment un petit peu comme tout le monde autour de cette table et d'autres personnes qui participent à ce webinaire en tant que spectateurs. On a tous en fait une expérience du jeu. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, tout à l'heure, j'ai évoqué cette notion de GBL, Game Based Learning, qu'on retrouve en filigrane dans tous les échanges qu'on peut avoir comme ça. C'est OK, on prend un contexte et puis on trouve un truc qui fait que ça change du contexte. Et puis, une fois terminée la session, ben, les utilisateurs reviennent à leur quotidien. Et c'est là où, pour le coup, la notion de gamification peut prendre un autre aspect. C'est d'un côté, il y a le jeu qui est vu différemment de ce qu'il y a à faire, et de l'autre, il y a gamification. Mais on verra ça un petit peu plus tard, je pense, par rapport à ton plan. Après, le vrai point, je pense, par rapport au jeu, c'est le côté attractif. Si un jeu comme ça, quelles que soient les règles, quel que soit ce qu'on peut apprendre, il n'y a pas le côté fun qu'on trouve en fait en termes de notions que dans la langue anglaise, quoi, ben, les gens, ben, ils regardent ça et puis ils voient qu'il y a des règles et puis à la fin, ça ressemble à des processus. Donc en fait, déjà, on peut se dire, ben, tiens, ce jeu de cartes qui a été fait, OK, il peut être utilisé d'une façon différente par rapport aux autres formes d'apprentissage qui peuvent exister. Il n'y a pas un prof qui vient ici et qui vient ça. Chacun peut être autonome et chacun peut voir les choses à sa sauce. Il y a une tentative qui a été faite pour pouvoir en fait faire, on va dire, la rétrospective de façon un petit peu différente, ce que faut en fait tout un stock de rétrospectives qui existe, hein, le speedboat ou autre, quoi, le zombie, il y en a des dizaines. Je suis juste tombé sur un site qui a des nombres 160 et des poussières, enfin bref, un truc colossal, quoi.
Et résultat des courses, ben, faire un jeu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si on regarde bien, les animaux commencent par le jeu pour apprendre la vie, en fait. Et là, ce qui serait intéressant, ce serait trouver un mécanisme. J'ai commencé à développer une idée qui va dans ce sens-là pour partir du jeu et arriver dans la vraie vie de façon quasiment continuelle. Mais il faudra qu'on en discute, je pense. D'accord, parce que là, quand même des compétences, hein, qu'on parlait, par exemple, si on voudrait le faire pour le test, à développer. Mais Ouais. si on essaye d'avoir un jeu typique qui va faire pour développer les compétences et qu'on devienne un testeur à la fin, ça risque d'être compliqué. Hein. Euh, Quelles compétences tu verrais qui seraient intéressantes de développer, Michael, notamment à travers des jeux auxquels tu as joué? Alors, c'est amusant, effectivement. Le premier, c'est l'esprit d'analyse. Un jeu, bah, en fait, on le dit pas là, mais effectivement, souvent quand on joue, alors c'est pour gagner. C'est en gros, on est que ce soit coopératif ou comment dire versus, on a envie de réussir, envie de gagner. Donc quelque part, ça, effectivement, c'est ce qui crée un peu le challenge et ce qui donne envie de recommencer. C'est-à-dire en gros, on fait ses premières parties, on découvre les règles, on rate, et ben là, on a envie de réessayer, comment dire, recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est ce qui, comment dire, pose déjà les bases en général du jeu. Et on regarde un petit peu bah, les règles. Alors au départ, effectivement, on essaie de comprendre mieux les règles, on essaie de voir des fois de détourner les règles, hein. Souvent, ça c'est quand on devient très bon à un jeu, on essaie effectivement on a tellement bien analysé qu'on essaye de tricher entre guillemets, donc faut faire attention à ça. Et en fait, c'est amusant parce que en fait, par exemple, je donnerai un exemple pour nos recrutements en fait, on fait jouer les testeurs qu'on recrute pour venir faire de l'automatisation chez nous, pour voir justement si d'une, ils aiment bien jouer, parce que c'est effectivement c'est quelque chose d'important. En plus, c'est une phrase que je dis souvent, c'est tu découvres bien mieux une personne en quelques minutes de jeu, en 20 minutes de jeu, qu'en une semaine à travailler avec lui. Parce que souvent, ça permet de sortir comment dire, quelques aspects de la personne, voir s'il est bon joueur, voir comment il coopère avec les autres. Et justement, ça permet de développer les compétences de coopération, de travail en équipe, d'analyse, donc effectivement d'analyse des règles. Et souvent, on s'est rendu compte que certains comment dire, testaient mieux quand ils avaient, par exemple, fait pas mal derrière de jeux de stratégie, wargames, où justement, il faut analyser une map et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur cette carte et pour gagner. Et justement, quand on teste, bah, qu'est-ce que je dois faire pour reproduire ce bug, réussir à trouver tout ce qui provoque le bug pour pouvoir remonter la meilleure problématique au client, quoi. Enfin, je dis le client pour moi, mais aux personnes qui développent l'application. D'accord. Si je reviens sur ce que disait Julien, il disait bah, le jeu là qui est développé en ce moment, on le fait dans le but de développer certaines connaissances, certaines compétences. Je pense qu'on peut imaginer des jeux déjà connus qui aident à développer certaines compétences de testeurs. Je pense notamment à du Time's Up. Alors, je ne sais pas qui de vous quatre connaît mieux Time's Up, mais euh, voilà, n'hésitez pas à répondre. Est-ce que oui, pour vous, c'est un jeu qui peut aider quelqu'un lorsqu'il doit, dans son métier de testeur, et si oui, comment? Et n'hésitez pas aussi à décrire le jeu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Ouais, alors je suis pas forcément je pour le suis métier de testeur. Ouais, ouais, c'est un jeu en je suis fait, assez partagé aussi. alors un jeu, on va expliquer pour tout le monde. Time's Up est un jeu de presque cartes où le but, en fait, on a des célébrités ou des actions, Situation. des choses qui sont sur des cartes et il faut qu'on les fasse deviner donc en trois parties. La première, c'est on peut dire autant de mots qu'on veut. La deuxième, c'est en un seul mot et à la fin, c'est en mimant. Et je suis pas forcément d'accord que c'est lié au test. C'est plutôt tu peux t'en servir pour la communication, pour Mhm. apprendre à communiquer, à bien orienter ta communication, surtout sur la phase où tu as un seul mot pour pouvoir indiquer. Mais c'est pas lié au testing pur, je pense pas. Ouais, on est d'accord. Donc là, en Ouais. fait, on n'est pas lié au testing, mais on peut s'en servir Mm. pour le test parce qu'on veut on veut développer la communication. Est-ce que vous avez d'autres exemples de jeux qui pourraient être utilisés? C'est-à-dire, on a déjà un jeu, on va le faire et ensuite en atelier avec quelqu'un qui est là pour aiguiller, pour expliquer ce qui est fait, dire bah, en quoi ça aide sur le test
et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Ce que tu évoques, Marc, c'est le revamping d'un jeu, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est Voilà. un À jeu ce niveau-là, J'ai un exemple d'Antoine Brebant. C'est pas de moi, c'est Antoine Brebant qui a mis en œuvre un jeu qui est basé sur la bataille navale. Et il a étendu le concept pour expliquer l'importance d'avoir une stratégie de test. Donc, c'est un jeu qui se déroule en deux parties. La oui. première partie, les gens font une bataille navale classique, hein. Et entre la première et la deuxième partie, il explique en fait les probabilités où se trouvent les bateaux classiquement. Et le fait de donner ces informations, c'est comme une stratégie de test qui fait que lors de la deuxième partie, les personnes sont beaucoup plus performantes pour trouver les bateaux. Donc voilà, métaphore pour trouver les bugs, forcément. Tout à fait, tout à fait. Il y avait eu une démonstration de ce truc-là à la soirée du test logiciel il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant en arrière. C'était vraiment super sympa comme idée, quoi, tout à fait. Là, à ce niveau-là, pareil, chez Amadeus, à un moment donné, j'avais discuté avec des gars et puis on avait imaginé réutiliser Pandémique pour essayer d'imaginer et voir comment les gens, en fait, pourraient faire pour lutter contre la dette technique, en imaginant, en faisant le parallèle entre, bien sûr, le virus et la dette technique qui pouvait se propager à travers l'architecture du code. On a un peu la même idée avec Marc Ouais. sur le même jeu, mais sur se retrouver au lieu d'avoir une propagation d'une pandémie, d'avoir une propagation de bugs sur une application complexe avec un front, un back, avec différentes choses. Sur de la. Du coup, Sinon, Pandémie, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? oui, c'est un jeu de société où on joue des scientifiques, des médecins, pas forcément des médecins, on peut être aussi Oui, il y a plusieurs un profils. architecte qui construit. Et le but, c'est en fait, il y a un virus qui se propage, il y a différents virus qui se propagent dans le monde, et le but, c'est de l'arrêter. Voilà. Ouais, en prenant des décisions là. Alors, c'est un jeu qui existait bien avant le Covid. De mémoire, je crois que c'est 2016, hein, la date de création. Ouais, Euh, il était visionnaire ce jeu. c'est ça. Euh, Là, on est sur des jeux de plateau. Il y a le jeu vidéo aussi, on peut en parler. Par exemple, Minecraft, qui est un jeu aujourd'hui connu, un jeu de cubes qui pourrait prendre du Lego en jeu vidéo, presque pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Ou je sais qu'il y a des formations qui sont notamment chez nous, chez Sogeti, ou pour aider sur la communication, la rédaction des tests. On va avoir un métier qui va sortir une volonté. On va demander, construisez ce que vous pensez suite à ces exigences métiers, et on va leur montrer ce que le métier attendait véritablement. Puis ensuite, on va leur faire la même chose, mais avec des tests à effectuer avant. Et en fait, on va voir plus il y a de tests, plus c'est détaillé, plus ils vont se rapprocher de l'attente métier. Il y a Nintendo aussi qui s'est essayé. Alors là, c'est d'un point de vue purement plus technique, hein, sur le développement, avec un jeu qui s'appelle l'Atelier du jeu vidéo, qui était en fait un jeu sur Nintendo Switch pour apprendre aux enfants les prémices du développement, du dev. Donc c'était apprendre à coder un jeu vidéo dessus. Comme on discutait du Scratch tout à l'heure. Mais moi, je pensais aussi à un jeu que j'ai beaucoup, enfin, un jeu que j'ai beaucoup utilisé, c'est Coding Games, qui est assez connu aussi quelque part, où Ouais. au final, tu te retrouves avec ton test pour travailler sur effectivement qu'est-ce que c'est un peu le TDD par exemple, où tu te retrouves avec ton test unitaire au départ. Quand tu le lances, il tombe en échec parce que c'est lié au jeu vidéo, tu vois un petit personnage qui fait quelque chose et qui tombe, et donc tu vas le faire avancer, tu vas le faire progresser pour justement pour voir effectivement pour que ton test il réussisse. Et en fait, ce qui était bien fait, je trouve, ce qui est bien fait avec la plateforme, c'est qu'en plus, il te montre des situations où ça va réussir dans un cas, mais s'ils augmentent effectivement les exigences par rapport à la situation, tu vas voir qu'il va falloir que tu penses effectivement à plusieurs cas, et à la fin, tu te retrouves carrément avec une réflexion sur l'algorithme que tu dois employer pour pouvoir comment dire, de réussir ton test unitaire en fait, et développer correctement. Donc ça, c'est aussi une super introduction au test, je trouve, pour les développeurs. Parce que là, effectivement, ça demande des compétences de dev, clairement. Je trouve la démarche super intéressante, et le site marche très bien, justement.
Et tu vois, Michael, comme ça, je fais le lien avec je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, sur les gens qui vont en fait prendre les règles à leur compte et les tweaker pour en fait viser la victoire et non pas simplement le jeu. Là, par exemple, tu vois, comme ça, il y a des sites qui permettent de faire des katas en ligne. Et la plupart du temps, comme ça, ce que je peux voir, c'est que les solutions liées à ces katas, c'est OK, en Python ou en Java, peu importe, ce sera le code le plus condensé possible pour répondre le plus efficacement au résultat, quitte ensuite à rendre le code illisible. Hein. Donc là, du coup, en fait, si on regarde bien, ce qui vient importer lorsque on joue, pour certaines personnes en tout cas, c'est la victoire, quitte à ce que c'est une victoire personnelle au risque d'écraser les autres, ce qui, du coup, dans une équipe est un petit peu délicat, surtout au niveau du test, alors qu'en fait, bien souvent, c'est le chemin qui compte, à savoir avoir un code qui soit lisible, quand on parle du TDD, quitte utiliser le TPP d'Uncle Bob, c'est beaucoup plus lent, c'est certain, c'est beaucoup plus lent. On joue plus longtemps en même temps, mais aussi, du coup, après le résultat est un petit peu plus magnifié. Mais c'est deux esprits différents qui, en fait, sont aussi apportés par le jeu. Potentiellement, il faut comprendre que lorsqu'on met un jeu en place, il y a des gens qui vont viser les règles pour pouvoir gagner et non pas prendre les règles pour pouvoir améliorer la qualité du jeu. Au final, Mais c'est assez victoire. paradoxal, c'est Oui, normal, dans le sens où on joue à un jeu pour lui-même, et du coup, dire que le jeu est au service d'autre chose que le jeu, ça peut poser question. Donc Complètement. effectivement, quand on conçoit un jeu pour le test ou pour n'importe quoi d'autre, il faut penser à ces effets de bord qui sont possibles et voir vraiment quels sont les objectifs finaux quoi, de ce jeu, quoi. Exactement. et quelque part, la victoire, c'est d'atteindre la qualité, justement. Alors, comme tu dis, il y en a qui écrasent justement pour arriver à la victoire. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas le bon côté du jeu. On va dire, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Mais si tu ne mets pas de but et d'objectif, c'est en gros ce qu'on appelle la victoire. Hein, ça peut se présenter sous diverses formes selon le contexte et selon le jeu. Et ben, au final, tu sais pas pourquoi tu joues. Alors que, effectivement, travailler en coopération pour arriver au résultat, à l'objectif et donc à la victoire de quelques moyens que ce soit, c'est-à-dire en gros soit rapidement en rush, soit je prépare bien, je fais ça proprement et j'arrive au but. C'est effectivement deux aspects du jeu. Enfin, le jeu prend divers aspects, mais c'est deux aspects intéressants à développer. Mais moi, je suis plus du côté où on fait les choses bien et Et comment oui. dire, on coopère. Et c'est justement, je peux parler de recrutement tout à l'heure. Si la personne te dit, moi, je vais écraser les autres pour gagner, bah, non. Tu es un team player. Être un team Voilà, player, c'est une exactement. vraie qualité. On n'est pas là pour gagner, mais pour que l'équipe gagne. Après, est-ce que c'est pas un défaut de règle où tu te laisses le cas de pouvoir, entre guillemets, résoudre de la façon la plus rapide, mais la plus sale possible, hein, ton problème? Julien, si tu regardes comme ça, dans la vraie vie, entre guillemets, alors imaginons le concept où le jeu que l'on fait se transpose directement dans la vraie vie, quasiment, hein, à un revamping près à la limite, mais on voit que c'est vraiment dans la continuité. Euh, Dans la vraie vie, si tu regardes bien Scrum, par exemple, ou n'importe quel. C'est une gamification d'un processus, en fait. OK? On y reviendra plus tard, bien entendu. Mais à chaque fois, ça brûle les lèvres, de toute manière, ce mot-là, perso. Mais au final, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui peuvent se dire, OK, le machin, le story point, la vélocité, ben, je vais tout faire pour pouvoir arriver rapidement à l'objectif. Parce que l'indicateur, c'est la vélocité. Ça nique tout, ça fracasse tout, le projet, le machin, la qualité. C'est des choses qui sont non dites parce que c'est la vraie vie aussi. Et puis, dans la vraie vie, tu as toujours des gens qui, au final, ben, on part du principe qu'on n'est pas là pour saboter. Eh ben, dans la vraie vie, peut-être qu'il y a un gars qui va se retrouver dans des situations où, ben, malgré tout, il est obligé ben, la sécurité interne, par exemple. Ouais, le mec, il va vendre les vulnérabilités liées au code. C'est pas prévu, mais ça se fait. Il y a, il y a un type de jeu dont on n'a pas encore beaucoup parlé et qui pourtant est très proche de notre travail dans le logiciel, c'est les jeux vidéo. Est-ce que vous voyez un intérêt aux jeux vidéo? Je sais qu'il y a eu des études, hein, notamment sur Mario 64, qui montraient que bah, ça améliorait la dextérité et le sens du détail chez les personnes qui étaient en EHPAD qui y jouaient. Est-ce que vous voyez d'autres applications au niveau du jeu vidéo et qui même pourraient servir ensuite
euh, de points d'appui pour faire de la gamification sur sur le logiciel qu'on développe. Ouais, je suis tombé sur une thèse il y a quelques jours de ça pour préparer, parce qu'évidemment, la gamification, c'est tellement un sujet extraordinaire que pour le coup, arriver les mains dans les poches, je me suis pas senti. Je suis tombé sur une thèse où le mec, en fait, a étudié différents jeux, différents articles et compagnie. Et au final, comme ça, il s'avère qu'il y aurait des patterns de jeu qui se dessineraient. Par exemple, la notion d'avatar, la notion de challenge avec des quêtes et compagnie, la notion aussi de points et des choses comme ça. Et au final, comme ça, en fait, il y aurait une espèce euh, de curseur à mettre entre le côté collaboratif et compétitif, entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, parce que bien entendu, on peut imaginer que ben, parfois, parce que le système vient apporter des événements, ben, pour le coup, ça vient bousculer la motivation de chacun. Est-ce qu'ensuite c'est plutôt un jeu solitaire, un jeu multiplayer? Est-ce que c'est un jeu pour enfants ou alors, pardon, est-ce que c'est un jeu fini ou infini? Cette notion de finite game, par exemple, est extrêmement intéressante. Une fois le jeu terminé, c'est terminé. Alors que dans la vraie vie, on se retrouve souvent, notamment par rapport au test, être dans un jeu infini. Donc, du coup, ça apporte d'autres conclusions. Est-ce qu'il est scripté ou est-ce qu'au contraire, ça vient émerger? Et ça, il y a un élément qui est ressorti, enfin, dans ce que j'ai pu lire, qui était assez, assez intéressant, c'est que souvent, quand on vient gamifier les choses, ce qui ressort, c'est cette notion de badge et de points. Alors au début, ça marchait bien, sauf qu'en fait, on se rend compte que les personnes pardon, qui ont une forte motivation intrinsèque, dès qu'ils voient ce truc mâché, recraché de points et de badge, il faut, bon, ok, j'en ai fait le tour, et du coup, ben, ils ne s'engagent pas là-dedans. Parce que sinon, il y a tout ce qui est exploration, quand tu parlais du chemin, et je crois que bah, Zoé a été quand même pas mal impactée par un Zelda qui parle d'exploration où tu voyais un potentiel lien avec les tests exploratoires. Oui, effectivement. Bon, après, c'est un lien qui peut être, enfin, qui est Ah, assez ouf. ténu, mais c'est vrai qu'on peut avoir le même plaisir à explorer un applicatif que à explorer cette énorme map qui est magnifique d'ailleurs et qui comporte toujours beaucoup de surprises. Par rapport à des jeux vidéo, je pensais à un jeu d'énigmes qui m'a bien pris la tête dans le bon sens. Et c'était des énigmes souvent qui étaient liées à des mots. Et se méfier des mots, je pense que c'est quelque chose qui est important dans le métier du test où on est souvent confronté à des textes, des spécifications, des choses comme ça qui sont censées être claires, mais qui au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est des nids d'ambiguïté et le fait de s'entraîner à remettre pas en question, mais à voir entre les mots, derrière les mots, des potentielles ambiguïtés, c'est quelque chose qui mérite d'être entraîné. Ouais, ce qui me fait penser à ta présentation sur les bugs mentaux des testeurs à la 4Q. Ouais, effectivement, je crois qu'il y avait deux, trois trucs par rapport à se méfier des mots, mais je me souviens plus du contenu de cette D'accord. conférence. Bon, J'ai oublié entre-temps. parfait. Donc, bah, au final, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a déjà des choses qui existent. Il y a des personnes qui essaient de créer des choses, hein. Tu as donné l'exemple d'Antoine. Ce que Christophe a fait sur un principe de pandémie ou qui a été initié. Il y a le travail que je fais actuellement avec Julien. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément encore mature, mais je pense que d'ici quelques mois, quelques années, on va avoir de plus en plus d'initiatives, hein. C'était une proposition de présentation à la JFTL l'année dernière. Euh, voilà. Mais le jeu, il y a une envie d'y retourner. Et c'est souvent un problème qu'il y a pour des personnes qui travaillent, c'est des fois ils n'ont pas forcément envie d'y retourner. Et il y a des tentatives de gamification. Donc Christophe en a parlé avec les badges, mais les badges, voilà, entre guillemets, maintenant tout le monde s'en fout parce que ça se trouve partout. Mais qu'est-ce qu'on pourrait amener comme design lié au jeu dans le métier du test, que ça soit pour tester, pour améliorer nos pratiques, pour améliorer nos stratégies, pour améliorer nos réunions, ou même que ça soit des propositions à intégrer dans des logiciels que l'on est amené à tester.
Michael, tu as peut-être quelque chose là-dessus parce que voilà, Mister Series 4 est assez bien placé là-dessus avec leur outil. Alors, bah oui, alors, effectivement, de pouvoir permettre, alors moi, pour l'automatisation, en tout cas, donner envie d'automatiser, il faut que l'outil soit, l'interface soit agréable et que ça soit facile à utiliser. C'est la simplicité, en fait, souvent qui font qu'un jeu est réussi ou pas. Un jeu peut être très complexe, mais simple à la fois. C'est en gros, les règles, il peut y avoir énormément de règles, mais finalement, une fois qu'on les a assimilées, les tours se passent très vite, c'est très simple, et en général, les jeux qui se finissent trop complexes, justement, car pas simples, bah, c'est des jeux qui sont oubliés. Par exemple, en fait, qui se souvient avoir fini sa partie de Monopoly, hein, enfin, le Monopoly est tout sauf, effectivement, c'est simple, entre guillemets, mais au final, on se retrouve avec des règles dans tous les sens, puis les parties sont trop longues, donc aussi simplicité aussi, quelque chose de court. Il faut que ça soit rapide et efficace. Et je pensais justement sur la. Donc là, tu m'as lancé sur l'interface, mais je pense aussi à des choses que j'utilise aussi côté test pour donner aussi envie aux gens de progresser. C'est d'avoir un peu comme dans les jeux de rôle, des fiches de perso. C'est-à-dire en gros, les personnes, ils ont leur petite fiche de perso avec, comment dire, leurs compétences et tout ça, ce qu'ils doivent faire pour améliorer, avec limite des levels. Et comment dire, pour aussi les motiver, je donne des quêtes secondaires, comment dire, pour dire, bah tiens, ça c'est ta fiche de poste, c'est ton boulot, je te donne cette quête secondaire, tu peux effectivement gagner d'XP ou bien, bon après ça se transforme sous d'autres formes, comment dire, concrètement, mais ça aide aussi à créer une petite ambiance dans l'équipe pour motiver et donner envie donc de continuer de motiver sur le travail et sur les tests là pour le coup. Tiens, petite anecdote sur le Monopoly, hein. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Maintenant, je ne peux plus supporter. Mais ma fille adore. Alors, on va jamais jusqu'au bout de la partie, hein. On fait que acheter on fait que acheter l'ensemble des Voilà. propriétés. Mais ça l'aide à lire parce elle est ça l'aide aussi à compter. Parce on doit payer 12, on doit payer 14, on doit acheter quelque chose à 350 et compter avec les billets. Elle donne 500, combien on doit rendre. Et ben mine de rien, bah, ça l'aide pas mal sur tout ce qui est mathématiques et français. Donc comme quoi même le Monopoly peut servir dans ces cas. Un truc qu'on peut remarquer comme ça, c'est que un bon jeu, on apprend à y jouer en y jouant. Mhm. Et donc, typiquement, comme ça, je vois, enfin, à une époque, je jouais beaucoup. À une époque, je jouais beaucoup aux jeux de rôle. Et là, évidemment, il y a énormément à lire à chaque fois. Donc, c'est un petit peu un Ouais. cauchemar. Et c'est le frein du jeu qui nécessite quelque part une EMD, un maître de cérémonie, on peut dire ça comme ça. Et Ouais. quand on regarde la plupart des jeux vidéo, le gros changement que ça apporte par rapport aux autres formes de jeux mécaniques ou à la papa, c'est qu'en fait, au début, bon, ben, on doit apprendre quelque part un petit peu comment se déplacer. Et puis, bon, ben, il y a un petit bootstrap qui est fait. Et ensuite, le jeu est bâti pour qu'on vienne découvrir les astuces de jeu tout en jouant. Et non pas simplement passer par une phase de générique super longue pour lire 150 pages de règles et espérer savoir comment jouer. C'est super intéressant ce que tu dis, Christophe, parce qu'effectivement, en plus, c'est assez, on va dire, pas si récent, maintenant ça a presque 10 ans, mais maintenant, la plupart des jeux, quand tu les commences, tu as ce qu'on appelle des tutos, justement, qui t'aident Voilà. à découvrir le jeu, les mécaniques, et effectivement, on pourrait peut-être, par rapport au test, transposer ça et avoir un outil, enfin un jeu qui te permette de découvrir avec un tuto, comme tu dis, en jouant, le monde du jeu, quoi, c'est clair. Le monde du test. Mais du C'est coup, ça. au niveau gamification, c'est-à-dire on peut imaginer un nouveau testeur qui arrive. Mhm, Euh, mhm. Au lieu de lui faire l'ISTQB Fondation sur 3 jours, lui présenter la politique, la stratégie de la boîte, et au final, il en a pour une semaine à devoir engloutir énormément d'informations, on pourrait imaginer une sorte de parcours initiatique sous forme de tutoriel qui prendrait 1 ou 2 jours, où il est amené à tester, à prendre en main et à comprendre le métier de testeur. C'est T'as ça? raison. ISTQB, le jeu. Ça, tu gamifies complètement les STQB. Et à la fin, justement, le dernier boss, c'est l'assertif. Voilà. Et ouais, on pourrait, parce qu'en plus, dans sa représentation, il est Codifié, ouais. très codifié, et puis on peut vraiment l'apprendre en plusieurs parties, avoir finalement Des niveaux. des niveaux qui montent petit à petit, avec des spécialités qui sont des sous-boss Mm. assez facilement. Ouais. On a un truc là.
On va proposer l'idée. Là, Le chemin est c'était, là, hein. voilà. Là, l'idée, c'était pas, pas forcément de refaire la certification STQB sous forme de jeu, mais de proposer une gamification aux nouveaux venus dans les entreprises, aux débutants dans le test, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Ça pourrait être un aspect de gamification qui aiderait, je pense, les nouveaux arrivants et qui ferait que les gens ils seraient efficaces plus rapidement de par cette gamification, de par ce design qui est fait sur j'ai envie d'y retourner, j'apprends étape par étape, c'est assez simple, mais j'intègre, je vois une courbe de progression. Et ça ne garantit pas forcément plus sympa pour la personne qui arrive, ça c'est sûr. Peut-être un taux de rétention dans l'entreprise qui serait plus fort. Mais je ne suis pas persuadée que ce serait forcément plus rapide ou que cet objectif serait vraiment atteignable facilement, quoi. Pas plus rapide, par contre, ça reste mieux. Le fait d'avoir pris plaisir, de s'être amusé et autres, au final, et puis le fait de vouloir recommencer aussi, en se disant, bon, j'ai fait mon petit jeu du test, je l'ai pas réussi à 100%, j'ai recommencé, je me dis, je vais essayer de viser les 100% la prochaine fois. Et en recommençant, on s'améliore et puis on comprend mieux ce qu'on a vu et ce qu'on a fait. Et c'est vachement gratifiant. Il y a plein moi, je sais que pour former les équipes sur certains sujets de l'automatisation, j'ai trouvé déjà plein de petits jeux sur le net. Enfin, par exemple, pour sélectionner les meilleurs sélecteurs sur une page, il y a des petits jeux qui existent justement qui permettent de dire, tiens, tu tapes ton sélecteur et puis ça te permet de dire à quel endroit il se place correctement et de manière visuelle et c'est très ludique justement. C'est pas les sélecteurs CSS avec les fruits là? Si, c'est avec les assiettes. Ouais, avec les assiettes, rigolo, les petits fruits et tout ça, il est super rigolo. Et mine de rien, ceux qui ne connaissent pas trop le sujet des sélecteurs arrivent, tu leur mets ça et à la fin, ils font comme ça. Alors, ils ne sont pas experts, on est d'accord, c'est un premier niveau. Mais ça permet de débunker le truc, de le rendre plus fun et de le rendre plus accessible aux personnes. Et motiver d'aller chercher l'information. C'est surtout ça, je pense aussi, qui est intéressant. C'est de motiver d'aller apprendre, d'aller chercher l'information où elle est située pour pouvoir, plus tard, ça sert justement à monter en compétences. Ouais. Par rapport à l'expertise, tout à l'heure, Zoé avait marqué dans le chat Chouari. Et là, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que si on simplement essayé de respecter les règles, quelles qu'elles soient, hein, pour le coup, le fun n'y est pas. Il faut vraiment essayer déjà, avant même de créer un jeu, se dire, OK, on regarde bien qu'il faut avoir un bon niveau d'expertise pour pouvoir commencer à proposer de quoi jouer avec. Et là, si on regarde bien, en fait, parmi les éléments qui vont permettre cette liberté, parce qu'il s'agit beaucoup de liberté là-dedans, il y a des points que j'ai pu voir qui étaient liés à une certaine autonomie. Si la personne n'arrive pas à jouer un petit peu toute seule, même si elle est dans une équipe, et qu'elle est trop dépendante d'autres personnes, bien pour le coup, elle va passer son temps à attendre et ça va nuire quelque part à sa propre qualité de jeu elle-même. Ça s'appelle le Self-Determination Theory. Une autre théorie que j'ai vue là-dedans, ça s'appelait comment? C'était lié au comportementalisme. Les gars, en fait, se sont rendus compte que le comportementalisme est important dans la gamification parce qu'en fait, il venait induire des réflexes dans le jeu. Un bon joueur, si on regarde bien comme ça, n'est pas juste à essayer de comprendre où est-ce qu'il est, parce que sinon, la partie est terminée, qu'il n'a toujours rien compris. Il doit en fait acquérir des réflexes. Quand on joue à Mario Bros ou n'importe quoi, le kart et j'en sais trop rien, le gars en fait ou la fille, peu importe, va devoir en fait se dire, il se passe telle situation et je vais devoir enclencher ça avec le plus rapidement possible une action qui va devoir se réaliser. Que ce soit la mise en pratique sur un embryo-test d'une pratique particulière, on va pour commencer un sprint. Bon sang, j'ai pas le Tres Amigos qui est en place, plaf, qu'il est le réflexe. Et là, en fait, du coup, si on regarde bien, si on devait s'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de jeu vis-à-vis du test, déjà, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des astuces à trouver pour que
les gars puissent acquérir des réflexes liés à la mise en place de pratiques. C'était un petit peu historiquement dans cet esprit-là que j'avais imaginé ce jeu de cartes. Déjà, ben, ok, faisons un petit peu d'inventaire, essayons de trouver des moyens pour que les gens puissent découvrir ces pratiques. Alors après, bon, ben, ils ne sont pas là à rigoler hein, en se disant comment ça, est-ce que ça je connais? Ah, je ne connais pas. Ah, non, 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 c'est pas là. Quoi. Et la troisième partie que j'ai pu voir aussi, et ça, c'est pas inintéressant. Alors, j'ai pas trouvé de terme français par rapport à ça. C'est New Literacy, j'ai pris des notes, hein, New Literacy Study. C'est quoi ce truc-là, en fait? On constate qu'avant, les machins à la papa, là, vous voyez derrière moi une bibliothèque, ben ouais, il fallait d'abord lire et compagnie, et puis avec un petit peu de chance, on pouvait progresser. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est de plus en plus une connaissance qui n'est pas livresque. Alors, j'écris des livres, c'est très bien, mais au final, beaucoup de gens vont acquérir la connaissance ben, par des blogs, la taverne notamment, acquérir la connaissance par des tutos sur YouTube ou encore ben, des chaînes en question, tout comme on fait là, des webinaires. Et c'est en fait une connaissance qui se veut être presque éphémère. Et ceci induit pas mal de choses. Ça induit en fait ce que les sociologues appellent l'éthos. Vous connaissez ce mot-là, l'éthos? Non. Ouais, comme ça, non. Enfin, il y a l'éthos, c'est quand on trinque pour boire un verre, mais je pense pas que c'est ça. Les toasts, Toastmaster, ouais. Donc l'éthos, en fait, on trouve ça notamment au niveau professionnel. On constate qu'en fait, avec cette prise de connaissance en question, les gens vont éventuellement s'annihiler eux-mêmes, vont se mettre eux-mêmes en retrait pour pouvoir permettre l'adhésion à tout un groupe. Ils vont accepter de travailler le week-end, ils vont accepter de peu importe pour pouvoir adhérer à ce groupe-là. Cette notion d'éthos est en fait portée quand on voit comme ça. C'est l'exemple que j'ai pu lire et j'ai ensuite discuté avec une sociologue, il m'a dit c'est exactement ça. Les gens qui sont youtubeurs, subitement, ils se mettent à apprendre des choses sur la vidéo, le montage, comment trouver des sujets. Du coup, le sujet, ils vont apprendre un tas de choses, se documenter un maximum pour pouvoir fournir du résultat de qualité sur la chaîne. Et du coup, en fait, dès qu'il y a cette adhésion à cet ethos qui est je suis influenceur, donc je me dois d'eux, ça porte toute une motivation intrinsèque qui vient bousculer énormément de choses. D'accord. Si on se recentre un peu sur la gamification pour les testeurs, il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a des choses qui seraient peut-être simples à mettre en place. J'ai bien aimé l'exemple de Michael Granier, c'est-à-dire on va avoir des quêtes, on peut avoir des challenges, on peut avoir différents objectifs qui sont imaginés donc en fonction de certains indicateurs ou de certaines performances potentielles. On doit essayer d'arriver jusqu'à un point, travailler ensemble, travailler entre guillemets, peut-être chacun de son côté avec des objectifs individuels, mais voilà, une proposition de quête ou d'objectifs supplémentaires annexes, c'est quelque chose qui me paraît intéressant dans le sens où on va forcément essayer d'y arriver, surtout s'il y a une petite récompense derrière ou un gain. Vous en pensez quoi et comment vous pourriez le mettre en place si vous l'avez mis en place, à part Mickaël, bien sûr, qu'il a déjà fait? Ça me paraît délicat et à double tranchant de, de se dire, OK, on va mettre d'emblée des indicateurs supplémentaires qui vont être du jeu, parce que, premièrement, ce sera des indicateurs. Le jeu, il viendra ou il viendra pas. Pour moi, effectivement, il y a un ethos du joueur qui est qu'il a envie de jouer. Si tu tortures quelqu'un pour qu'il joue au Monopoly et qu'il se retrouve à jouer au Monopoly, c'est pas vraiment du jeu. De même, si subitement dans une entreprise, tu dis bon bah désormais, si vous accomplissez bien vos tâches, vous aurez un badge, mais sinon on va poster votre photo en grand et ce sera votre punition. C'est une forme de jeu, mais quand même assez pervers. Et des exemples comme ça, il y en a effectivement eu, notamment une chaîne d'hôtels que je citerai pas, c'est pas le but, qui avait mis en place un tableau de bord pour les personnes qui se chargeaient de la lessive dans cet hôtel. Et en temps réel, il était possible de voir des couleurs pour chaque personne. Donc du vert quand c'était performant,
du jaune quand c'était limite et du rouge quand c'était vraiment pas terrible. Ce qui faisait que, en fait, ça rajoutait un niveau de stress supplémentaire au lieu que les gens se disent super, émulation, on va faire de notre mieux, ça va être rigolo. Et ça aboutit à des situations assez dommages du type que effectivement les personnes qui se chargeaient de la lessive et ils se retrouvaient être des femmes enceintes avaient des scores tout pourris et se retrouvaient du coup un peu shamées pour cette raison. Voilà. Et du coup, les employés de cette entreprise avaient appelé ce système un fouet numérique. Voilà, Justement, comme ça, il y a un élément intéressant qui me vient à l'esprit quand tu dis ça. Vous connaissez l'étymologie du mot handicap? Non. Là, Non. comme ça, non. Mais... Ça vient des courses, les courses de chevaux. Il y avait un tirage au sort de pénalités qui était fait en mettant la main dans un chapeau où on tirait justement handicap, où on tirait comme ça la pénalité. Et bien là, en fait, si on regarde, et ouais, si on regarde bien comme ça, là, quand on fait des jeux de rôle ou autre, qu'on tire au sort son personnage, ok, il est super intelligent, du coup, ça fera un bon magicien. J'ai eu à un moment donné le malheur, entre guillemets, d'avoir un magicien qui avait 11 d'intelligence, le minimum requis quelque part. Et bien pour le coup, c'est là où j'ai trouvé le plus de fun qu'il puisse y avoir. Parce que je devais en fait absolument me décarcasser la tête pour trouver des solutions et non pas simplement jeter un sort qui aurait eu. Ça résolvait tout. Alors, moi, je vois ce que tu veux dire, effectivement, Christophe, et je vois aussi ce que tu veux dire, Zoé. Après, ça dépend de la façon dont c'est mis en place, effectivement. Si l'objectif, c'est de montrer à tout le monde que c'est le meilleur et que c'est le moins bon, on arrive à des biais qu'on a à l'école qui fonctionnent pas forcément super bien et qui vont, invectiver la compétition, le shaming et tout ça. C'est pas des conditions bienveillantes, j'ai envie de dire, pour permettre de gamifier tout ça. Et donc, en gros, il faut mieux que ça soit apporté effectivement sans forcément c'est de proposer. Donc, comme tu as dit, il ne faut pas torturer les gens. Il faut leur proposer des quêtes secondaires qui apporteront des récompenses et s'ils ne la font pas, il n'y a pas de sanction. C'est ça qui est important aussi. C'est ça qui est important en fait, même si effectivement dans les jeux vidéo, dans les jeux ou jeux vidéo, bah, si tu fais pas bien quelque chose, tu peux effectivement avoir une sanction ou alors un game over ou des choses comme ça. Mais vu qu'on est dans la vraie vie, on va éviter effectivement les game over. Mais comme beaucoup de choses, ça dépend de la façon dont c'est mis en place. Il faut rester, je pense que, comment dire, dans le jeu ou dans la mise en place, faut garder une certaine forme de bienveillance. Ça me paraît important. Il y a En fait, un parallèle qui est fait avec les revues par rapport à ce que tu dis, Michael. Donc code revue, code review, mais aussi. C'est les retours doivent être constructifs, ça doit être bienveillant. C'est compliqué de mettre de la bienveillance. J'ai l'impression que tous les contextes ne vont pas forcément s'adapter à une gamification. En fait, le mot C'est jamais bienveillant, c'est jamais compliqué. Ouais, je pense que le mot bienveillance, il doit pas y être parce qu'entre guillemets, dans un cadre professionnel, la bienveillance n'a pas forcément. Par contre, il doit être constructif, il doit pas être là pour juger la personne. Sur un code review, on cherche pas à être bienveillant, on cherche à être pragmatique, à s'améliorer. Il n'y a pas forcément de la bienveillance derrière. Le but, c'est d'aller s'améliorer. Faut être direct, mais faut pas être jugeur, pointeur du doigt sur quelqu'un. C'est ça la bienveillance, Julien. La bienveillance, c'est c'est de pas juger, c'est d'être factuel, d'accompagner, d'être productif. C'est justement après ça dépend de ta définition de la bienveillance, mais justement d'être bienveillant, c'est justement de ne pas shamer, c'est de pas humilier, c'est d'accompagner la personne et effectivement, mais ça n'empêche pas d'être pragmatique, ça n'empêche pas d'être direct. Faut pas confondre effectivement bienveillance et laxisme, hein. C'est vraiment important. C'est la bienveillance, c'est aussi souvent quand on parle de bienveillance dans l'éducation, il y en a certains qui se disent ça veut dire que tu vas faire des enfants rois, que tu vas tout accepter. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Peut-être qu'en fait, un biais qui permet de répondre à ces points-là, c'est de récompenser l'effort et non pas la victoire. Il y avait un jeu sur Atari ST que j'avais fait. C'était un jeu qui, en gros, on était ou les Ricains ou les Russes. C'était donc avant que Ronald Reagan fasse abattre avec son homologue russe le mur de Berlin. En gros, qu'est-ce que ça donnait? Il y avait une escalade qui se faisait où on voyait comme ça des points de popularité, les journaux, les articles de journaux qui apparaissaient. Et puis on pouvait, en fait, si on voulait, appuyer sur le bouton rouge. Et ce jeu, clairement, c'était là où c'était extraordinaire.
Si en fait on venait à déclencher l'attaque thermonucléaire ultime, il disait, vous vous attendiez à voir une grosse explosion, eh bien non, le jeu ne récompense pas ce genre de choses. C'est vraiment l'effort et c'est le jeu pour le jeu en fait, et non pas simplement, tiens, j'ai trouvé 25 bugs. Ouais. Gros. On arrive sur la fin. Je vais laisser le mot de la fin pour à Zoé, qui a mis une conclusion dans le chat qui me paraît très bien. Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, effectivement, on a évoqué des dérives de la gamification. Peut-être qu'une façon d'éviter certains écueils, ce serait d'impliquer vraiment les personnes de l'équipe dans la conception de la façon dont on va mettre en œuvre cette gamification pour comprendre quels sont les moteurs des personnes, parce que chacun va répondre à des leviers qui vont être différents, et voir dans quelle mesure ces personnes-là seraient motivées par ce type de dispositif. Donc, au même titre que les tests dépendent du contexte, le jeu va dépendre du contexte et de l'environnement, et à chaque équipe son jeu. Okay. Merci. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je vous remercie de votre présence. Petit rappel, les prochains webinaires, lundi 7 mars, ça sera sur le clean code appliqué aux tests automatisés. Donc, ce ne sera pas une table ronde, on repartira sur une présentation plus classique. Suivi d'en avril au mai, la communication visuelle pour le test. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'autres sujets encore planifiés. Vous pouvez me contacter ou contacter à la taverne si vous avez des propositions. Elles seront toutes étudiées, elles ne seront pas forcément toutes prises, mais elles seront toutes étudiées et vous aurez un retour dessus. J'en ai un entre guillemets, ça permet de faire une petite ouverture par rapport à notre sujet du jour, si tu me permets, Marc. Ouais. Parce qu'effectivement, on a parlé aujourd'hui de jeux dans le test. Et une petite discussion auquel j'ai pensé, même j'ai discuté avec Zoé, c'est que c'est intéressant, c'est dans le jeu vidéo actuellement, il y a aussi des tests dans le jeu vidéo. Et actuellement, j'avoue que moi, personnellement, je connais aucun testeur de jeux vidéo. Dans dans les retours d'expérience ou autres, je n'ai aucun retour d'expérience de ce qui est test, procédure, process, automatisation de tests de jeux vidéo. Et ce serait intéressant, c'est si vous connaissez du monde qui fait du test de jeux vidéo, de pouvoir partager sur cette expérience. Parce que j'avoue, enfin moi, c'est personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je reste dans le flou complètement sur comment un jeu vidéo à l'heure actuelle est testé et comment testent les équipes les jeux vidéo. Ok. Alors, je crois qu'il s'appelle Nicolas Youn, YUN, qui est un ancien testeur de jeux vidéo avec qui j'ai déjà échangé. Voilà. Moi, j'ai plutôt un mauvais a priori en fait, de l'industrie du jeu vidéo, dans le sens où on a beaucoup de crunch, mais de crunch qui durent des années. Par contre, je pense qu'ils vont assez loin dans tout ce qui est bêta test. Penser aussi à tout ce qui est non fonctionnel. Je pense que c'est, comme tu le dis, des stratégies qui sont bien différentes de ce que l'on a sur les logiciels usuels, parce que les attentes sont différentes. Il y a beaucoup de logiciels, on les utilise parce qu'on doit les utiliser. Voilà, PowerPoint, Excel, Outlook, ou n'importe quel gestionnaire de gestion de paie ou pour faire ses frais. Et du coup, les jeux, c'est les gens en fait n'en ont pas besoin. Donc, il faut vraiment qu'ils aient envie d'y aller, réussir à provoquer cette envie, ce besoin. Il y a des études sociologiques qui ont été faites. Je crois le concept du pigeon de Sinner aussi pour tout ce qui est les loots dans les jeux type Diablo. Comment tu dis, pigeon de quoi? De Sinner, je crois. C'était une vidéo de Usul qui est paru il y a très longtemps. Ça doit être un Merci d'Orient. Et voilà. Après, il y a plein de vidéos justement sur tout ce qu'il y a, l'addiction au jeu et autres, des mécanismes, on va dire, neurologiques, neurosciences et autres. Mais j'ai envie de dire, ça serait peut-être un webinaire intéressant, peut-être si tu peux organiser ça. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse en tout cas. Il faudra trouver des personnes capables d'en parler dans ce cas. Exactement. Okay. C'est Myrial qui a beaucoup écrit dessus avec le livre qui s'appelle Hooked, en fait, repose sur tout maintenant, tous les jeux modernes se basent là-dessus. C'est un trigger.
une demande d'action en question. Trigger en question vient proposer une récompense aléatoire, et même pas forcément toujours une récompense, etc. Ce qui fait que du coup, c'est une petite décharge, une micro-décharge de dopamine à chaque fois qui est enclenchée. C'est super intéressant. C'est justement départ, il y avait un bouton pour qu'il y ait de la nourriture ou pas, pour de la nourriture, pour qu'il soit nourri, la nourriture qui tombe. Donc à chaque fois qu'il appuyait, il y en avait qui tombaient. Donc au bout d'un moment, il appuyait que quand il avait faim. Et ensuite, ils ont mis justement un aspect aléatoire, c'est-à-dire on appuie sur le bouton, il n'y en a pas forcément. Et du coup, il s'est mis à appuyer tout le temps, C'est ça. même quand il n'avait pas faim. Sur ces dépendances, c'est la Belgique, par exemple, sur les nouveaux jeux qui récompensent l'achat de box, où on obtient des skins aléatoires, des fois, qui a pas mal réglementé, parce qui rapproche ça du jeu d'hasard, hein, du jeu d'argent comme le casino, et l'addiction que ça amène. Cette montée de satisfaction quand on a la récompense qu'on veut et qu'on souhaite aller chercher. En tout cas, le sujet est vaste, hein, je pense. Ouais. Oh, on a fait que les fleurir, en fait. Hein, exactement. Bon. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre participation. J'espère que la vidéo sera disponible sur la chaîne de la Taverne très rapidement d'ici la fin de la semaine. Je m'en occupe. Parfait. Bon. Merci Marco. Merci beaucoup à tous. Bon appétit. Bon appétit à ceux qui ont pas encore mangé. Au revoir. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir.